Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de respiration et pour cela, j'ai le grand plaisir d'échanger avec Julien Paco. Bonjour Julien. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on passe d'ostéopathe à expert en respiration? Déjà, merci de me qualifier en tant qu'expert de respiration, ça me fait bien plaisir. Mais c'est tout naturellement qu'on passe de l'ostéopathie à la respiration, puisque la respiration est un outil thérapeutique en ostéopathie. Pour celles et ceux qui sont déjà allés consulter un ostéopathe, vous savez très bien qu'on travaille avec les cycles respiratoires, puisque lors de l'expiration, les muscles se détendent et c'est là où on peut éventuellement passer des vertèbres. C'est là où on a le fameux claque. Je sais pas, Patricia, peut-être que tu es déjà allé chez l'ostéopathe, mais lorsque tu te fais faire craquer les vertèbres, c'est sur l'expiration. Donc, le jeu de la respiration fait partie des outils thérapeutiques. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers la respiration. Et aussi, en tant que pratiquant de yoga depuis 20 ans maintenant, j'ai bien compris que la respiration avait un grand rôle à jouer dans la santé et dans la prévention surtout. Alors, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, mais c'est quoi justement cette nouvelle mode à vouloir nous faire respirer, hein? Alors c'est une nouvelle mode effectivement, mais je pense qu'elle est partie pour durer. Un petit peu comme il y a une dizaine d'années, les yogas sont apparus dans notre quotidien, parce qu'il y a différents yogas. On a vu toutes ces salles de yoga s'ouvrir un petit peu partout dans les grandes villes et même dans les provinces. Je pense que la respiration est ce nouvel outil sur lequel on peut avoir une action sur notre santé, sur notre prévention, et qu'on n'a pas encore vraiment investigué. Les outils d'investigation qui sont les IRM, les scanners, les radios, ont tellement évolué que la science a aussi évolué. Et on sait maintenant très bien voir les changements neurologiques et les changements d'état physiologique de son corps lorsque l'on respire de telle ou telle manière. Et c'est pour ça que c'est un vrai levier de performance sur lequel on peut travailler, notamment avec des sportifs de haut niveau, des athlètes, et tout comme le sommeil, qui n'a pas encore eu vraiment sa place au panthéon des médecines douces, mais je peux vous garantir que le sommeil va commencer à devenir un vrai levier de performance aussi. Alors comment on fait justement pour prendre, le contrôle, de sa respiration, de son système nerveux? Enfin voilà, tu parles, de l'impact que ça a sur l'énergie, sur la gestion de ses émotions. Concrètement, comment est-ce qu'on fait, hein? Alors, il y a une étude de 2007 qui a absolument changé toutes les croyances en anatomie qu'on avait jusqu'alors. On pensait que la respiration n'était régie que par le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, n'est pas accessible par la volonté. Il n'est que en pilotage automatique et il s'occupe de notre vie entre le système de rest and digest, le système de récupération lorsqu'on digère ou quand on fait des siestes ou quand on dort ou quand on fait de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation. Et de l'autre côté, on a le système sympathique qui est le système de réponse face au stress. Donc c'est le système sur lequel on se repose toute la journée lorsqu'on est en action. Quand je suis en train de vous parler ici, là, je suis dans mon système sympathique. Et ces deux systèmes, en fait, ils nous permettent de gérer notre quotidien. Et notre respiration, elle change en fonction de ce système parasympathique de récupération, ce système sympathique d'activation et de réaction face au stress. Donc c'est ce qu'on appelle, l'un c'est la réponse face à la relaxation, parasympathique, et le sympathique c'est la réponse face au stress. Et notre respiration va nous permettre d'évoluer entre ces deux systèmes. Alors, on parle de respiration, alors on entend, respiration abdominale versus respiration thoracique, mais il y a quoi comme type de respiration? Enfin moi je m'y perds un petit peu. Est-ce que tu peux m'éclairer, hein? Oui, bien sûr. Alors déjà, il est clair et basé sur des recherches scientifiques que l'on peut activer donc ce système parasympathique grâce à un allongement de son expiration. Plus vous allongez votre expiration, plus vous allez vous plonger dans la relaxation. Bien. Si vous écourtez votre expiration, vous allez activer votre système sympathique, donc votre réponse face au stress. Ça, c'est vraiment primordial. Si vous comprenez ça, vous pourrez
dès maintenant, dès demain, activez votre relaxation ou votre stress. C'est-à-dire que si vous allongez l'expiration, vous allez vous calmer. Si vous la raccourcissez, vous allez l'activer. Ce qui est aussi très très important de comprendre, c'est que l'outil respiratoire physiologique dans notre corps et anatomique, c'est le nez et ça n'est pas la bouche. Et trop souvent, je vois des patients venir au cabinet avec des dysfonctionnements respiratoires qui sont liés en fait tout simplement à cette utilisation buccale de la respiration. Et on respire de plus en plus par la bouche, ce que ne faisaient pas nos ancêtres il y a très longtemps, et ce que ne font pas du tout les animaux d'ailleurs. Hein. Les oreilles sont faites pour écouter, pour entendre, les yeux sont faits pour voir, le nez il est fait pour sentir et respirer, et la bouche elle est faite pour parler. On n'utilisera pas la bouche pour respirer. Et quand on travaille dans certaines méthodes d'amélioration des performances chez les sportifs de haut niveau, on leur apprend à respirer par le nez et non pas par la bouche. Et d'ailleurs, les sportifs de haut niveau qui vont en altitude pour travailler sous une atmosphère appauvrie en oxygène, retravaillent en fait leur capacité à respirer le plus possible par le nez, tout en acceptant un taux de dioxyde de carbone élevé dans le sang, mais on va pas rentrer dans ces détails anatomiques. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez respirer par le nez le plus souvent possible, et même quand vous faites de l'exercice physique, réintroduisez cette respiration nasale petit à petit. Ça peut augmenter vos performances, votre échange gazeux va être amélioré et vos performances physiques vont être améliorées, notamment par cette production du gaz que nous produisons dans nos sinus nasaux et nulle part ailleurs, qu'on appelle l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique, c'est un gaz magique qui a été découvert en 1993, il me semble, et qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel de la médecine à ce moment-là, parce que c'est un gaz qui nous permet d'accélérer, d'optimiser les échanges gazeux, et notamment du coup de stimuler notre système immunitaire, notre digestion et la circulation sanguine. Donc messieurs, pour les troubles de l'érection, rien de mieux que de respirer régulièrement par le nez. Voilà, c'est dit. Ça c'est un vrai tips que je partage aujourd'hui. Merci, Julien. Bon, on a compris les bienfaits justement de la respiration, mais très clairement au quotidien, moi je suis au travail ou en version télétravail, hein, mais au quotidien, comment est-ce que je fais pour améliorer cette respiration? Quels sont les outils, quelles sont les méthodes que je peux appliquer, hein? Alors, au quotidien, c'est de respirer le plus possible par le nez, comme je viens de le dire, et d'être conscient de sa respiration. Moi, je suis instructeur de la méthode Buteyko, qui est une méthode qui a une cinquantaine d'années et qui se résume par respirer moins pour mieux vivre. Le fondateur de cette méthode s'est rendu compte que plus on respirait, en fait, plus on augmentait les troubles chroniques ou inflammatoires ou auto-immunes de nos maladies, pardon. Et donc, plus vous aurez une respiration lente et profonde, et mieux vous vivrez. Parce que plus on respire, en fait, plus on dégrade notre système à l'intérieur de notre corps, et ce qu'on appelle l'homéostasie, avec le pH à l'intérieur de notre sang. Et une respiration lente et profonde va nous permettre de mieux respirer. Je vous invite tous à faire ce test-là. Patricia, vous la première, et moi je vais le faire avec vous. Inspirez à fond avec la bouche et voyez ce qui gonfle dans votre corps. Inspirez par la bouche. Voyez comme votre cage thoracique s'élève. Et là, vous avez une respiration thoracique et qui est quand même assez courte. Ok, expirez évidemment avant d'avoir des excès et puis des troubles qui vont vous amener à tomber dans les pommes. Inspirez par le nez profondément maintenant. Vous voyez comme cette respiration est plus lente et profonde et surtout abdominale, et elle aura un impact beaucoup plus important dans nos échanges gazeux, parce que les alvéoles pulmonaires qui vont être responsables de nos échanges gazeux se trouvent au fond de nos poumons, tout au fond de nos poumons et pas en haut de nos poumons. Donc plus on va respirer par le nez et profondément, plus on va optimiser ces échanges gazeux, c'est-à-dire absorber de l'oxygène et d'expulser du dioxyde de carbone. Donc plus on respire lentement et profondément, mieux on vivra et plus longtemps on vivra en bonne santé. Alors ça me fait penser à
ce qu'on appelle la respiration comptée, parce que c'est la mode. On me dit: «Bah, tiens, fais-toi une respiration carrée, pour s'endormir, faut faire la 4-7-8». C'est quoi, voilà, cette notion? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Et puis, est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que c'est, comme je le disais en intro, un effet de mode? Alors c'est un effet de mode, pas du tout, puisque c'est vraiment basé sur de la science. Les premiers à avoir vraiment réussi à prouver cette science sont le HeartMath Institute, qui n'a que allez, 30 ans d'ancienneté, et ça nous a donné la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque commence à être assez démocratisée, comme la respiration en sophrologie, qui nous permet de nous reconnecter, être présent, centré et bien focus. Ça reconnecte en fait la liaison qui est permanente en fait entre le cœur et le cerveau, et ils discutent en permanence. Et notamment le cœur envoie des informations au cerveau. On a prouvé scientifiquement que le cœur avait 10 000 neurones, là où le cerveau en a 100 milliards et les intestins grêles en ont 100 millions. Et donc cette interface entre le cœur et le cerveau va se faire en changeant le rythme de notre respiration, ce qui va envoyer des messages d'accalmie. Donc ça, c'est la respiration de la cohérence cardiaque. On doit inspirer et expirer pendant 6 temps, donc respiration comptée. Il y a en sophrologie des expirations prolongées pour vous amener dans le système parasympathique. Il y a la respiration carrée, comme vous parliez, Patricia, qui nous invite à inspirer pendant 4 temps, de faire une rétention poumon plein pendant 4 temps, d'expirer pendant 4 temps et de faire une rétention poumon vide pendant 4 temps, puis après d'augmenter les temps et d'arriver comme ça jusqu'à 20 ans. Hein. C'est quand même une respiration qui est utilisée par les Navy Seals et pas mal de départements de police à travers le monde pour leur permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment, parce qu'ils ont besoin dans leur travail d'être avec un corps relâché, mais un esprit très affûté. Donc ça, c'est la respiration au carré. Et puis on a ces respirations qui nous permettent de nous amener dans le sommeil, où on va expirer sur plus de 8 temps. Ça va vraiment nous permettre de nous amener dans le sommeil. Et je vous invite à le faire dès que vous avez des troubles du sommeil dans votre lit pendant entre 2 et 4 minutes, et vous verrez que ça fonctionne. Et pour rallumer le feu intérieur, d'expirer très rapidement avec des respirations courtes d'1 à 2 secondes maximum, ça va rallumer un petit peu le système sympathique et donc la réponse face au stress. Mais en fait, vous savez que la respiration, elle a commencé à être répertoriée chez l'homme il y a à peu près 8000 ans. 6000 ans avant Jésus-Christ, on a commencé en Inde, ce qu'on appelle le pranayama, ces séances de respiration. C'était vraiment empirique à l'époque, et ça l'est toujours, mais maintenant on a de la science qui nous permet de corréler ces découvertes empiriques qu'ils avaient eues en Inde. Mais le pranayama a plus de 8000 ans en fait. C'est quand même formidable, et que maintenant on se rend compte que grâce à la science, on avait déjà raison. L'humain, Homo sapiens, avait déjà cette sensation que le cœur avait une intelligence en fait. C'est magnifique. Magnifique Julien, merci. Moi, par moments, j'ai l'impression, d'être en apnée, d'arrêter de respirer, dans ma journée, et puis on parle également, d'apnée du sommeil. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça, voilà, dans sa journée, hein? Alors, il faut être de plus en plus présent à ces sensations. C'est ce que nous amène à faire le yoga, c'est ce que nous amène à faire la sophrologie, la méditation, l'hypnose. Toutes ces thérapies psychocorporelles nous permettent de nous reconnecter à nos sensations en passant par le corporel. Et on est tout le temps sur la première porte d'entrée avec la respiration. C'est pour ça que la sophrologie a aussi fait un bond phénoménal dans l'inconscient collectif, parce que ça fonctionne réellement. La méditation aussi, et la cohérence cardiaque aussi. Ce que j'invite les gens à faire, et le plus souvent possible, c'est de faire des pauses respiratoires. C'est-à-dire que dans la journée, je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Et de plus, ce que je prends souvent comme exemple, c'est le air cigarette. Regardez ce que fait un fumeur quand il va sortir prendre sa cigarette parce qu'il est trop stressé. Oh là là, là la situation est trop tendue. J'ai envie de prendre une pause. Faut que j'aille fumer ma cigarette parce que je sais que ça va me détendre. Et en fait, si vous regardez un fumeur, il va tout simplement moduler sa respiration comme dans une respiration carrée. Il va tirer sur sa cigarette,
une petite apnée comme ça de rétention, les poumons pleins, et moduler une expiration sur plusieurs temps et refaire une petite apnée poumon vide. Et on recommence à tirer sur sa cigarette. Elle est trop bonne cette cigarette, et franchement elle me détend vachement. Et je vais continuer à fumer parce que c'est vraiment la cigarette qui me détend. Mais non, pas du tout, c'est pas la cigarette qui détend. La cigarette, on le sait, la nicotine est un excitant. Ce qui vous détend, c'est de respirer avec une inspiration longue, un blocage, une rétention, et une expiration allongée. C'est ça qui détend. Donc j'invite tout le monde à faire le air cigarette et à faire des pauses régulièrement dans la journée, et vous allez voir que pendant 2 ou 3 minutes, si vous inspirez sur 4-5 temps, vous bloquez 4-5 temps, vous expirez 4-5 temps, et vous avez un blocage de votre respiration 4-5 temps pour mourir, vous allez voir les effets. Donc c'est plus vous amenez de la conscience sur cette respiration, plus vous aurez un effet sur vos contrôles de vos émotions. Top, merci Julien. Alors maintenant, je sais comment faire pour faire semblant de fumer, plagier le fumeur. Mais de plus, je me permets, mais les fumeurs s'octroient des pauses que le non-fumeur ne se permet pas d'avoir par culpabilité. Alors que il est important de sortir de son poste de travail, d'aller bouger, rien que pour le retour sanguin, de marcher un peu, prendre les escaliers, de regarder au loin pour la fatigue visuelle aussi. En fait, c'est un cercle vraiment bénéfique que de prendre une pause et d'aller faire son air cigarette. C'est plutôt pas mal, hein. Je vous invite à le faire. En plus, c'est marrant et puis il y a que des bénéfices, hein. Donc, Patricia, la prochaine fois qu'on se voit, on ira se faire une petite pause air cigarette ensemble. Merci. Et on parlait également, ça me fait penser à respiration, activité physique. Effectivement, je prends les escaliers. Est-ce que il y a un tips à avoir quand je fais du sport, avant ou après? Est-ce que je dois adopter un type de respiration? C'est quoi votre reco? Ma reco, c'est que lorsqu'on fait une activité physique, c'est de bien se caler sur sa conscience respiratoire, hein. Je vais peut-être un peu me répéter systématiquement, mais plus on porte son attention sur sa respiration, plus on va construire un chemin neurologique, hein, de prise de conscience, tout simplement. C'est vraiment très basique, et de calmer sa respiration au maximum. Hélas, Et c'est quand on pardon. Pardon. Vas-y, continue. Hélas, quand on respire en hyperventilation, avec la bouche ouverte et très saccadée, on va avoir un échange gazeux qui va pas du tout être efficace. On va avoir une efficacité si on a une respiration profonde et lente. Donc, je vous invite à essayer de moduler votre respiration afin de l'avoir la plus profonde et la plus lente possible, plutôt que d'avoir une respiration buccale et saccadée, en fait, ce qui va vous permettre d'augmenter votre échange gazeux et d'augmenter votre concentration en oxygène dans votre sang, parce qu'en fait, quand on respire, c'est pour amener du sang dans nos tissus qui en ont besoin. Ça peut être le cerveau ou les muscles, et ce sang, il doit être chargé le plus possible d'oxygène, et il doit être capable de le libérer. Et ça va se faire si on respire profondément et doucement, plutôt que d'avoir une respiration saccadée et courte et haute dans le système thoracique. Voilà, Patricia. Merci Julien. Donc si je comprends, je souhaite gérer mes émotions, ma colère, ma fatigue, me préparer à un sommeil de qualité. Je mets en pratique des respirations telles que la cohérence cardiaque, respiration profonde, et c'est ce qui va me permettre de gérer mes émotions, mais également de gagner en efficacité et en santé. C'est bien si je peux Mais en tout faire à une conclusion, Julien. Ouais, tout à fait, mais je vais même l'imager, même si on est dans un podcast, je pense que nos auditeurs vont très vite comprendre, mais quand quelqu'un est amoureux, détendu, et qu'il a passé un bon moment, il y a cette voix qui est beaucoup plus basse, beaucoup plus apaisée, avec des respirations qui sont plus longues. Ah, on est bien là quand même, hein. Par contre, quand on est tendu et anxieux, qu'on a de la colère, la respiration est haute, saccadée, et la voix est beaucoup plus haute aussi, parce que le larynx est vachement tendu.
on a cette respiration qui est pas efficace, donc on a besoin d'hyperventiler, on a l'impression de rentrer dans un système d'anxiété. Et c'est ça, en fait, qu'il faut combattre en respirant. Et si on arrive à prendre conscience que ces respirations entretiennent aussi nos états émotionnels, on peut, avec notre conscience, prendre le dessus et reprendre un petit peu le pilotage automatique qui était mis en place en s'apaisant et en respirant profondément. Plus vous allez prendre conscience que vos respirations sont saccadées, hautes et inefficaces, plus vous allez du coup avoir la capacité de vous remettre dans le système parasympathique de récupération et de réponse au stress. Ça se fait pas en un jour, hein, mais on dit nous en respiration Buteyko qu'il faut 2 à 3 mois de prise de conscience, de travaux comme ça réguliers sur ces respirations pour récupérer une respiration qui soit saine, efficace et au service de votre santé. Donc, il y a un dernier petit tips que j'aime bien partager, c'est souvent le larynx, en fait, quand on porte conscience sur son larynx, on peut sentir s'il est tendu ou pas. Le larynx, c'est la pomme d'Adam, là, c'est cette petite, c'est ce demi-cercle osseux que l'on a devant la gorge, là. Quand je le bouge, ça fait ce bruit-là. Et donc, ce larynx, vous pouvez savoir, si vous prenez conscience, en fait, si vous portez votre attention dessus, vous pouvez savoir s'il est tendu ou s'il est détendu. Et ça va être un bon baromètre de votre état émotionnel interne. Je vous invite à le faire de temps en temps. Et souvent, au yoga, on est invité à faire quelques soupirs. Voilà pour mes petits conseils de gestion de votre respiration avec la gestion des émotions, qui va aussi aller avec la gestion de la posture, hein, bien sûr, puisque votre posture est au service de votre respiration. Donc je vous invite, en étant assis, en écoutant ce podcast, à respecter votre verticalité lors de votre position assise, en ayant bien la tête au-dessus des épaules et les épaules au-dessus du bassin, et de dégager un peu comme ça cette colonne ventilatoire. Est-ce que vous êtes bien assise, Patricia ? Très bien Julien, et je suis hyper détendue. Donc merci beaucoup Julien pour l'ensemble de ces conseils. Un dernier petit mot de la fin ? Le petit mot de la fin, ça va être prenez soin de vous, respirez lentement et calmement, mais quand il faut crier, n'hésitez pas à crier, hein, y a pas de souci. Au contraire, il faut crier et il faut lâcher ses émotions parce que tout ce que votre cerveau va s'évertuer à oublier, n'oubliez pas que votre corps va se faire un plaisir de vous le rappeler. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup Julien, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.